Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités du monde juridique et tout ça à la cool dans un esprit léger. Alors, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution qui permet aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Et vous le savez, maintenant, je ne suis pas tout seul pour mener à bien cette émission, puisque mes deux fidèles chroniqueurs m'accompagnent. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, and we're back. Saison 2, épisode 16, on rattaque en pleine forme. Est-ce que vous voulez dire un mot sur vos activités respectives pour ceux qui ne vous connaissent pas, Audrey, Pierre? Eh bien oui Thibaut, je commence. Allez, du coup, une fois n'est pas coutume. Du coup, je suis pour ma part manager chez Fed Legal, expert en recrutement juridique et fiscal. Ça fait plus de 10 ans que ça dure et je passe donc ma vie avec vous, juristes, fiscalistes, directeurs juridiques, fiscaux, avocats, etc. Pour vous accompagner dans vos recherches de recrutement. Et j'accompagne plus particulièrement les recrutements en fait en entreprise, industrie et services, et notamment en start-up. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à créer, avec Pierre ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. Et ça a bientôt 2 ans et on est presque 270 juristes. Absolument. À toi, Pierre. Merci Audrey. Et donc, co-fondateur de Fleet Network et puis par ailleurs avocat au barreau de Paris. J'ai passé 8 ans chez Disney, 15 ans chez Yahoo et je suis le cofondateur de l'Alliance Co. C'est une alliance d'avocats en Italie, France, Allemagne, UK et Espagne qui travaillent comme des juristes externalisés, principalement à destination de la tech, mais pas que. Et voilà. Et puis moi, personnellement, depuis environ 2 ans, je me focus d'être un executive mentor à la destination des directeurs juridiques, des équipes juridiques pour les aider à grandir dans leur leadership. Voilà, vous savez tout. Et donc, pour aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jérôme Perlemuter, qui est donc secrétaire général de l'association des ligues de football professionnelles. Jérôme, lui, il a eu la chance de faire de sa passion un métier. Si je dois le présenter un petit peu, Jérôme, toi, tu es avocat de formation. Tu as d'abord exercé au cabinet Danton, où tu as fait du contentieux des affaires avant de faire du droit des médias. Puis tu as rejoint la Ligue professionnelle de football comme directeur juridique, où tu as exercé pendant 12 ans. En 2014, tu as été juge au tribunal de commerce de Paris, où tu as siégé jusqu'en 2017. Et donc, en 2017, tu as quitté la Ligue et le tribunal pour prendre la direction de la Suisse et du World League Forum. Quel parcours! Salut Jérôme, ça va? Salut à tous, merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous, camarades. Eh ben, avec grand plaisir, nous aussi. Aujourd'hui, on va se poser une question, c'est voilà, le juriste doit-il… Alors par contre, Thibaut, vous ne m'aviez pas dit que le générique de l'émission, c'était Soot, dont j'ai vu les 9 saisons, donc c'est un très bon choix. Merci. Eh ben, on te remercie, c'est une référence voilà, qui plaît à beaucoup de juristes et on va essayer de faire honneur à ça. Toi, on va se poser une question aujourd'hui ensemble, Jérôme. Le juriste doit-il dépasser sa fonction juridique? Bon, on est tous convaincus d'avoir la réponse, mais on va essayer de creuser ce sujet tous ensemble, tous les 4, et puis avec également tous les auditeurs. D'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On y répondra à la fin de l'émission. Jérôme, peut-être, est-ce qu'on peut poser un peu le contexte pour démarrer concrètement? Ça veut dire quoi, dépasser la fonction juridique pour toi? Alors, comme tu l'as dit, moi, je travaille dans le foot aujourd'hui et le dépassement de fonction, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, nous, les fans de foot, puisque c'est la fameuse phrase qu'Aimé Jacquet ne cessait de répéter en 1998 et avec laquelle il a construit l'équipe de France qui a gagné pour la première fois la Coupe du Monde. Et en fait, le dépassement de fonction, c'est assez simple dans l'équipe, c'est tout le monde doit travailler ensemble pour l'équipe. Donc, les attaquants doivent défendre
quand l'équipe n'a pas la balle et les défenseurs doivent attaquer quand l'équipe a la balle. Et donc, chacun doit non pas travailler que du point de vue de sa propre fonction, mais pour le groupe. Et en fait, c'est un peu ça le dépassement de fonction. C'est être capable de se mettre au service d'un groupe et puis de se dire, je ne suis pas seulement juriste ou le type qui fait faire du marketing, on va peut-être en parler, il ne fait pas que du marketing, c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose tous ensemble. C'est un peu ça pour moi, le dépassement de fonction. Et je trouve que l'analogie avec le foot est pas mal. Ouais. Pour une fois. Ouais. Et pourquoi, justement, en fait, c'est important, tu vois, pour les juristes et peut-être encore plus pour les juristes que dans d'autres fonctions. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Quand on est juriste, déjà, moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. J'ai été juriste pendant très longtemps. En fait, je le suis encore un peu quand même. On est beaucoup à pas avoir eu la vocation du droit nécessairement. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé les études de droit. Au fond, c'est parce que, et c'est aussi comme ça que sont faites les études de droit en France. C'est parce que j'étais pas pris en prépa scientifique, j'étais trop mauvais en maths pour être pris en prépa commerciale. Finalement, je me suis retrouvé en droit et mon père m'a dit, t'inquiète pas, le droit mène à tout pourvu d'en sortir. Et c'est un peu ça. Et donc, on est beaucoup comme ça. Donc déjà, il y a un aspect personnel, c'est-à-dire que comme on fait du droit, pour beaucoup, en tout cas par hasard, on a aussi la volonté d'essayer de dépasser le droit. Ça, c'est le premier élément. Et puis, je trouve que le deuxième élément, c'est que quand on est juriste, il faut faire attention à ne pas se mettre soit en dessous, soit au-dessus des autres dans l'entreprise. C'est-à-dire que le droit, ça ne doit pas être quelque chose qui doit venir avant, comme une question préliminaire, ou qui doit venir après. En fait, c'est une question qui doit venir en même temps et qui doit travailler avec les autres domaines de l'entreprise. Donc, il faut essayer de dépasser. Après, on peut parler comment est-ce qu'on dépasse cette fonction, mais je pense qu'il faut faire attention quand on est juriste de ne pas être à part. Et il peut y avoir, peut-être pas dans les yeux du juriste, mais dans les yeux de ceux avec qui il travaille, l'idée de se dire non, mais en fait, le droit, c'est le truc à part. Nous, on fait nos négos, on fait nos trucs, et puis après, on va voir le juriste qui nous écrive un contrat qui va bien. Je pense qu'il faut justement lutter contre cette manière de voir le droit et de voir le juriste. Et c'est vrai que. Comment on fait Pardon, vas-y. Ouais. Pardon, Pierre. Comment on fait pour ne pas être à part en tant que juriste? Tu as des conseils à donner à tous ces juristes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, la manière dont moi j'envisageais les choses en tant que juriste, en fait, je les envisageais de deux manières. Je pense d'abord qu'il faut s'intéresser à ce que font les autres. Quand on est juriste, il ne suffit pas de faire de droit, il faut s'intéresser. Il y a un mot qui est très à la mode qui est l'empathie. Je pense qu'il faut être empathique. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les financiers, on va travailler avec le marketing, on va travailler avec la stratégie. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'ils font et le comprendre. Quand je suis arrivé à la Ligue de foot, je me souviens, donc voilà, j'étais juriste, et le premier truc que j'ai dit, je voudrais aller installer des panneaux dans les stades pour voir ce que c'est des panneaux publicitaires. Il y a des panneaux publicitaires partout dans les stades. Je voulais aller dans les stades et en fait comprendre ce que faisaient les gens avec qui je travaillais. Parce qu'on vend de la publicité, on installe les panneaux, etc. Et donc, pendant mes premières années, j'allais sur les terrains de foot pour installer les panneaux publicitaires. J'allais dans les cars régies. Les cars régies, c'est là où se fabrique le flux média, c'est-à-dire les images d'un match de foot. C'est un truc qui est ultra compliqué. Et qui est passionnant à voir en plus. Donc, j'allais dans les cars régies, je passais mes soirées dans les cars régies pour voir comment se fabriquait un match de foot à la télévision. Parce qu'ensuite, quand on négociait les contrats, je pensais que c'était important de le savoir. Et finalement, ça permet de parler avec les opérationnels de manière un peu différente quand on a participé à ce qu'ils ont fait. Et je pense que dans l'autre sens, et ça, c'est un défi pour le juriste, il faut intéresser les autres à ce qu'on fait. Et le droit, ça peut apparaître très aride. Et c'est une difficulté, mais il faut essayer de dire, en fait, aux autres, aux personnes avec qui on travaille, le droit, vous en avez besoin et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est un peu comme quand on va chez le médecin. Le médecin, il nous parle comme un débile pour qu'on comprenne ce qu'on a. Si on a une maladie, quand vous allez chez le médecin et quand il parle à un médecin, il va parler différemment. Et je pense qu'il faut faire cet effort d'expliquer. Et moi, je disais toujours aux gens avec qui je travaillais, quand on travaillait sur un contrat, je disais, si tu ne comprends pas ce qui est marqué dans le contrat, c'est qu'il est mal écrit. Donc, on va le réécrire.
Et ça passe aussi, tu vois, par les formations, faire des formations compréhensibles quand tu vas voir les opérationnels, de leur parler avec des exemples concrets, des exemples de la vie de tous les jours, pour que les gens comprennent effectivement notre langage. Et je suis absolument d'accord. Passer du temps dans les équipes opérationnelles, comprendre le métier des gens avec qui tu travailles, c'est déjà, en termes d'implication dans le business, 50% du travail qui est fait. Donc, totalement d'accord. Ouais. Et tu vois, par exemple, les clauses de fin de contrat, souvent, c'est des trucs, personne les lit, les clauses de fin de contrat, de responsabilité, de garantie, etc. Moi, je me souviens de discussions au départ, on me disait, non, mais ça, c'est les clauses de fin de contrat, ça m'est égal. Je dis, bah ouais, mais c'est quand même, au bout du compte, si jamais tu fais n'importe quoi, c'est combien on va payer. Donc, c'est quand même intéressant. On Comme un espère que ça va divorce. bien se passer. Mais... C'est comme un mariage. Un mariage qui fonctionne bien, tu as bien planifié le divorce. Donc, je pense qu'il faut faire ce boulot de prof, en fait, quand on est juriste et de dire aux autres, bah, si, voilà, et les intéresser. Et vraiment, moi, je suis persuadé, et il y a une dérive aussi qui est liée à la culture juridique anglo-saxonne, qui est de faire qu'en fait, le droit, il n'y a que les juristes qui le comprennent. Et je pense que c'est très embêtant, ça, parce que tu vois, quand on fait du marketing, quand on fait de la stratégie, quand tu as beaucoup de domaines, en fait, qui sont compréhensibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'expérience, mais quand tu es juriste, tu les comprends assez bien. Et après, il y a une frustration des autres qui, en fait, arrivent chez le juriste et comprennent rien de ce qu'il fait. Et c'est très dommageable, je pense, aux juristes. Donc, si on veut essayer de dépasser sa fonction, il faut d'abord la faire comprendre aux autres. Donc, ce que je comprends, en fait, là, Jérôme, c'est que toi, tu penses que tout ça, c'est entre les mains des juristes. C'est à eux, en fait, de faire les efforts pour diffuser cette culture juridique en interne et amener les opérationnels avec eux sur les problématiques juridiques. Ouais, Éduquer. moi, je pense qu'il ne faut jamais considérer que c'est de la faute des autres, même si parfois c'est le cas. Faut essayer de se mettre à leur place et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent? Et c'est vrai que quand tu te mets à leur place et puis que tu arrives avec tes mots très compliqués et puis tes formules alambiquées, ça les intéresse pas. Donc, je pense que la phase liminaire avant de se demander comment on dépasse la fonction juridique, c'est en fait de faire l'effort de se faire comprendre par les autres. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et ça, est-ce que tu as des exemples concrets, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qui viennent de rejoindre une entreprise ou qui ont du mal justement à faire ce que tu viens de dire, pour les aider concrètement, c'est-à-dire demain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur job? Alors, quand tu arrives dans une entreprise, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà une culture d'entreprise. Donc, tu vas avoir une culture juridique, tu vas avoir déjà un positionnement. Alors, pour les directeurs juridiques, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils peuvent jouer pour le positionnement. Quand tu es juriste dans une grosse équipe, tu as déjà un positionnement. Je pense qu'il y a des choses très simples à faire, c'est-à-dire que quand tu es avec tes opérationnels, c'est poser des questions tout simplement. Quand tu envoies un document, c'est d'essayer de l'expliquer par des mots simples, demander s'il y a des questions, c'est organiser une réunion pour expliquer ce qu'on fait. C'est vraiment des choses très simples pour créer ce groupe. Et puis, encore une fois, utiliser des mots simples, pas commencer avec un contrat synalagmatique. Euh, Tu vois. Et moi, je me souviens, après, j'avais mis en place en fait, c'était des mimiques qu'on se répétait souvent. Quand tu es dans une négo avec tes opérationnels, souvent, je me suis aperçu, au fait, ils prennent tes documents et puis ils disent oui, mais ce serait bien si on écrivait ça, ça, et puis ils te disent un truc qui ne veut rien dire. Et donc, en fait, moi, je leur posais une question simple. Je dis non, mais oublie le contrat. En fait, tu veux dire quoi? Et quand tu dis à quelqu'un, non pas qu'est-ce que tu veux écrire, mais qu'est-ce que tu veux dire, automatiquement, le type devient beaucoup plus clair. Et donc, une fois que cette personne avec qui tu travailles t'a dit ce qu'il voulait dire, tu lui dis, bah, on écrit ça. On faisait souvent cet exercice qui marchait vraiment très bien. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On a fait récemment un webinar avec l'IN qui est ANCO, donc l'Alliance d'avocats dont je vous parlais tout à l'heure pour le UK. Et je vais vous partager le lien sur le chat. C'est un webinar qui était sur Drafting Contracts in Plain English.
de manière simple, les mots à utiliser, les expressions simples, les expressions à proscrire. Donc, je vais vous partager et le deck et le webinar. Les deux sont à télécharger et je pense que c'est très intéressant parce que ce que tu dis, ça fonctionne dans les contrats français, mais à la limite encore plus dans les contrats anglais où ils adorent en mettre des tonnes. Et donc, c'était intéressant parce que Liane a justement fait un focus sur écrire des choses simples pour rebondir sur ce que tu dis. Donc, je vous envoie le lien tout de suite. Et Et est-ce puis, je que, pense Jérôme, ouais. pardon, est-ce que tu Non, as un je t'en exemple prie, je t'en de prie. situation un peu compliquée, justement, où le fait de dépasser justement le droit, d'aller au-delà de ton périmètre hyper précis, justement, t'a permis et a permis, du coup, à la structure, en fait, de négocier un gros contrat, d'arriver sur un super projet, quelque chose d'un peu particulier que tu as réussi à mettre en place, justement? Alors, il y a pas mal d'exemples. Les exemples qui m'amusent, en fait, c'est ceux, parce que je disais, je pense que le droit, en fait, c'est un des éléments de la décision. Ça ne doit pas venir avant comme un feu rouge ou un feu vert ou après comme un feu rouge ou un feu vert. Ça doit venir en même temps. Et je pense qu'aussi pour le juriste, il faut l'accepter. C'est-à-dire, la question, c'est pas est-ce qu'on a le droit de faire des choses ou est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des choses. La question, c'est quels sont les risques et est-ce qu'on décide ensemble de les prendre. Et si on décide ensemble de les prendre, même si le juriste, il m'agissait qu'en tant que juriste, il n'aurait pas pris la décision, en fait, avec les autres, il dit, bah, si, on va la prendre, la décision. Et on a plusieurs fois, je me souviens, quand on était à la Ligue, fait le choix de se dire, on prend le risque, si on va devant le tribunal, on se fera condamner, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie, dans la décision, quand on pèse le pour et le contre, bah, autant qu'on aille, autant qu'on prenne le risque, parce que le bénéfice-risque va en faveur du bénéfice. Donc, je vais pas donner des exemples précis, mais c'est des décisions qu'on avait prises. Et en fait, on avait tout fait pour réduire les risques. Et tous ensemble, on s'était dit, on y va. Et donc, on avait l'habitude quand même aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, j'ai plus de procès, j'utilise beaucoup le droit, j'ai plus de procès. Mais à l'époque, on en avait beaucoup pour un oui ou pour un non. Et en fait, j'essayais de dédramatiser le procès parce qu'il y a quand même un aspect très dramaturgique et de dire non, mais au fond, voilà, ça c'est juste une manière comme une autre de gérer un litige qu'on va avoir. Et donc, on prenait ces décisions-là. Et je pense que c'est important. Le juriste doit être capable de dire, oui, moi, si j'étais que juriste, je ne prendrais pas la décision, mais en fait, bah, c'est comme une étoile avec plusieurs branches, et puis on prend la décision ensemble. Après, il y a un autre élément sur lequel je voudrais insister. Je pense que les juristes ont beaucoup ce sentiment d'appartenance quand même à une famille juridique. Il y a beaucoup d'associations de juristes, d'associations de directeurs juridiques. Et dans les affaires, je pense que ce réseau peut être très utile. Moi, il m'est souvent arrivé en fait de faciliter des discussions entre entreprises en passant par les juristes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce réseau parce que ça peut faciliter le business au sens plus large. Et il n'y a pas forcément ce même sentiment d'appartenance à une famille dans les autres fonctions de l'entreprise. Ça tombe plutôt bien, parce que Pierre va vous en parler tout à l'heure de réseau professionnel. Donc, Absolument. et nous, on C'était est vraiment hyper direct et je t'ai en dit de quoi il adéquation. fallait parler. Ça va être justement ma chronique aujourd'hui. Tu vois, c'était pas préparé, hein, ça. Non, Non. c'est vraiment du C'est direct. la magie, c'est la magie du direct. Exactement. On avait une autre question aussi, Jérôme, sur justement le fait de créer cette relation de confiance avec les opérationnels et puis peut-être aussi avec le management. On parle beaucoup du rôle, tu sais, de trusted advisor pour les juristes. Est-ce que toi, tu as des pistes un petit peu là-dessus? C'est quoi ta réflexion sur le sujet? Euh, Moi, je pense que la question du trusted advisor, ça repose sur le premier élément qui est que même si on dit le juriste, c'est un des composants de la décision comme les autres, en fait, il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier. C'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contrats, mais il y a un aspect néanmoins qui est pénal. C'est-à-dire que l'aspect pénal fait du juriste quelqu'un d'assez particulier. C'est-à-dire qu'on peut lui confier des choses qu'on ne va pas confier aux autres. Parce que si on a fait un truc qui est complètement illégal, qui est particulièrement risqué, en fait, c'est le juriste qu'on va aller voir en premier. Donc ça, c'est quand même un élément qui est à cultiver.
et qui va placer le juriste dans la hiérarchie, parfois à un endroit un petit peu à part. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, je pense que le deuxième élément, ça repose beaucoup en fait sur les relations interhumaines. C'est-à-dire que quand on est juriste, il va falloir essayer de faire valoir ses vues, mais il faut faire attention à la manière dont on les fait valoir. Donc, il y a plus, moi, je dis, après, c'est des choses qui sont très, très personnelles. Moi, ce que je faisais, c'est toujours essayer de prendre le temps. C'est-à-dire que quand on est en face d'individus qui n'ont pas la même opinion que vous, il faut prendre du temps. On ne peut pas imposer ses vues. Parfois, il faut d'ailleurs juste accepter d'avoir tort, hein, qui est un autre élément. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Et c'est un élément fondamental pour instaurer une relation de confiance. Un autre élément, c'est la politesse. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, en fait, si tu fais un email où il n'y a pas soit merci, pardon ou s'il te plaît, c'est qu'il est mal rédigé. Il faut faire hyper attention à ça. Les Anglais, ils ont vachement l'habitude, et nous, ça nous énerve quand un Anglais, au lieu de dire j'ai bien reçu ton message, il met merci pour ton email. On a dit ça va dans les deux sens. Hein. Moi, j'éduque les opérationnels aussi. Hein. C'est-à-dire que l'opérationnel qui parle mal à mes équipes, il s'en souvient encore. Mais tu vois, je trouve qu'on n'a pas totalement, dans les pays latins, cette culture-là. On est très abrupt dans la manière dont on aborde les relations humaines, et ce n'est pas toujours très productif. Donc, je pense que ça, la politesse, surtout pour créer cette relation de confiance, c'est important. Je pense qu'il ne faut jamais mettre les gens en difficulté aussi, surtout en réunion. Alors, en plus, aujourd'hui, j'évolue dans un contexte qui est très international. Donc, bon, si tu as des Japonais et des Américains en réunion, tu vois, tu les traites pas pareil. Mais typiquement, les Japonais, il faut faire super attention parce que tu dois tout le temps dire oui, même quand ils disent une énorme connerie. Toujours. Et puis, bon, après, tu traites le problème. Mais il faut toujours dire oui et rien n'est grave. Et d'ailleurs, j'en avais fait l'expérience avant, j'avais négocié un contrat avec des Japonais. En fait, il faut savoir que les Japonais, souvent, en fait, comme ils ne disent pas non, en fait, la négo, parfois, elle s'arrête sans que tu comprennes pourquoi. On négociait à l'époque où j'étais à la Ligue sur des jeux vidéo avec des éditeurs japonais. Tout d'un coup, la négo, il s'arrête parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne t'auront pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est aussi ça. Je pense qu'il ne faut pas mettre les gens en difficulté parce que ça braque. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup jouer sur essayer de comprendre et puis essayer de pas imposer. Et je pense qu'en tant que juriste, il faut accepter d'avoir tort. Je pense que c'est très important d'accepter d'avoir tort. Alors, tu peux te dire oui, mais aussi les autres doivent accepter d'avoir tort, oui. Mais ça, on peut moins jouer sur les autres. Je pense que soit il faut accepter d'avoir tort. Et je me souviens, moi, d'un directeur général qui me disait ce que j'aime beaucoup, Jérôme, c'est que tu arrives à faire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et je lui disais, oui, je veux bien les faire, mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord. Et donc, tout ça, ça repose beaucoup, en fait, sur des qualités humaines. C'est ce que je me demande. Est-ce que ça peut se travailler, en fait, ou est-ce que c'est inné, c'est-à-dire soit on est bon avec les gens, soit on est quelqu'un d'empathique, soit au contraire, c'est pas vraiment fait pour nous et on va avoir des difficultés, tu vois, à dépasser le droit. Non, je pense que ça joue beaucoup sur la personnalité, mais je pense qu'on s'en aperçoit, c'est-à-dire dans toute entreprise, au fond, tu t'aperçois bien que tu as des compétences et tu as une personnalité parce que ça reste quand même un groupe d'êtres humains. Et donc, la manière dont on envisage les relations humaines sont presque aussi importantes, même parfois plus importantes que la technique. Et parfois, tu vas te retrouver avec des techniciens qui sont ultra brillants, mais qui ne vont pas réussir à se mettre dans un groupe et puis qui ne vont pas réussir à réussir dans l'entreprise. Alors, ça peut être aussi la culture d'entreprise qui ne correspond pas, ça peut être lui qui, dans son comportement, n'arrive pas. Donc, il y a un aspect humain. En même temps, je crois qu'il ne faut pas trop essayer de se changer. Moi, je me souviens quand j'étais, vraiment, je m'en souviens très très bien quand j'ai commencé comme avocat. Donc, évidemment, j'étais jeune à l'époque. Et en fait, au début, j'essayais de faire vieux pour me rendre plus crédible. Et en fait, c'était complètement idiot parce que tu fais ce que tu veux. Les gens, ils voient bien que tu as 25 ans et donc, ce n'est pas la peine d'en avoir l'air 40. Donc, je pense qu'il ne faut quand même pas trop se changer.
C'est-à-dire, il faut être empathique, mais il ne faut pas trop se changer. Alors, je suis totalement d'accord là-dessus. Je vois Thibaut qui sourit parce qu'évidemment, on a fait un talk là-dessus et on a parlé dans un preview Club Sandwich. D'ailleurs, à votre attention, vous pouvez aller sur notre site club-sandwich.legal et vous retrouverez les précédents numéros. Mais on avait parlé de l'importance de travailler sur ses forces et j'avais cité une phrase d'une mentor avec qui j'avais travaillé qui dit toujours « A rose can grow to be a better rose, but it shall never be a daffodil ». Et en fait, vous ne changerez pas. Vous êtes qui vous êtes. Vous pouvez améliorer la personnalité que vous êtes. Mais par contre, je pense, Jérôme, ce que je rajouterais à ce que tu dis, c'est que c'est OK, tout le monde ne va pas forcément être un leader comme toi ou tout le monde ne va pas forcément avoir les qualités sociales pour être un leader. Mais je pense que dans une carrière, il peut y avoir vraiment deux types de profils. Ceux qui vont plutôt utiliser leurs soft skills et pour voilà, grandir, être au comité de direction, le poste que tu as et l'idée des équipes. Et tu as aussi, tout aussi de manière importante, des gens qui ont peut-être moins ces soft skills, qui vont être difficiles à obtenir et qui vont devenir des individual contributors. Tu vois, des gens qui vont devenir des vrais techniciens dans une équipe et qui ont totalement leur place. Mais l'important, c'est l'identifier et de se concentrer sur ses forces. Et on peut faire une très belle carrière en n'ayant pas forcément tous les soft skills dont on a parlé. Enfin, je me tourne vers Audrey, je pense que tu es d'accord avec moi. J'acquiesce totalement. En se concentrant sur ce qui on est et on peut être avoir une excellente carrière en étant un individual contributor. Désolé pour les anglicismes. Ceux qui rejoignent pour la première fois, je suis totalement Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, ça fait partie moi, je confirme, je suis d'accord avec Jérôme et avec toi, Pierre, parce que ce que je vois, et heureusement, vous ne voulez pas être tous directeurs juridiques et tous leaders. Sinon, moi, j'aurais un gros problème puisque j'aurais pas assez de postes à vous proposer. Il y a des gens formidables qui sont d'excellents techniciens, qui n'ont pas vocation et pas envie d'être manager d'équipe ou leader et qui, au contraire, sont excellents techniciens avec des super postes et tant mieux. On ne veut pas tous la même chose, on n'est pas tous la même chose. Pour être leader, ça, il faut avoir les soft skills. Ça, Jérôme, 150% d'accord avec toi. Et tu vois, et pour faire un parallèle avec le football, tu vois qui nous a amené, quel est le capitaine et l'entraîneur qui nous a amené à la Coupe du Monde 2 fois au championnat d'Europe, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est peut-être pas en équipe de France le meilleur technicien, mais c'est le leader. Et en 98, tu vois, quand Marseille gagne la Ligue des Champions, il est là. Quand en 1998, on gagne la première Coupe du Monde, il est là. Quand on gagne le championnat d'Europe, il est là. Quand on gagne ensuite la deuxième Coupe du Monde que gagne la France, c'est lui qui est le sélectionneur. Il est là à chaque fois. Et pourtant, on sera tous d'accord pour dire que sur le terrain, c'est pas le plus grand technicien de tous. Tu dis, il jouait avec des Zidane, il jouait avec des Trezeguet, mais c'était lui le leader. Et voilà, et les autres ne voulaient pas prendre la place, lui ne voulait pas prendre la place des autres, et ça a fait la réussite de l'équipe. Absolument. Tu as vu un peu, Audrey, comment j'ai réussi à faire ce glissement vers le foot? Et je ne peux qu'acquiescer parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas très forte en foot. Donc, j'acquiesce forcément avec ce que tu dis, Jérôme. Sur ce talk, je ne te laisserai pas seul ne pas être fan. Parce que sinon, j'aurais pu dire, il y a une phrase que je déteste, et pourtant, j'ai l'impression que ce que j'ai dit, c'est un peu, ça s'en rapproche un peu. C'est quand Loana, en sortant du loft, on lui demande alors, quel est votre… que pensez-vous de cette expérience? Et elle a dit, ce qui est important, c'est de rester soi-même. Et tu sais, cette phrase, ce qui est important, c'est de rester soi-même, comme elle est bête. Mais pourtant, c'est un peu vrai. Énorme, Loana. Alors là, énorme, j'applaudis. Oui. Je la vénère en plus. Sans transition. Sans transition. Sans transition. Là, vous me facilitez pas la tâche, mais merci Jérôme. Franchement, c'était génial. C'est un thème qui nous plaît beaucoup. Hein, on l'a beaucoup abordé ici. Toute la partie soft skills, la partie vraiment leadership aussi. Et puis le fait que voilà, les juristes ne doivent pas être cantonnés au droit. Donc on y reviendra tout à l'heure. Profitez-en. Là, on va passer aux chroniques d'Audrey et Pierre pour poser vos questions sur le chat. Et puis, voilà, on aura le temps d'y répondre. Pierre, je crois que c'est le moment des jingles. C'est le moment de jingle. Je voulais juste dire à Sophie qui a levé la main qu'elle pose sa question. Je vois qu'elle lève la main. Donc, voilà, qu'elle pose la question pendant nos chroniques. Et donc, quelqu'un dit les juristes ne font pas que du sérieux. Clairement pas. Si vous êtes la première fois à Club Sandwich, voici nos chroniques et voici les jingles. Gap of Fever.
Merci Audrey. Merci Pierre. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler ni de football, ni de Loana, ni de Love Story. Je ne m'attendais pas à prononcer ce mot, les gars Club Sandwich. Je suis désolée, mais ça va être super intéressant. En tout cas, je l'espère. Je vais vous parler de titres de poste et de contenu de poste, sans transition. Donc, quand vous souhaitez rejoindre une entreprise, qu'est-ce que vous devez privilégier? Le titre ou le périmètre? Et le titre ne fait pas tout et le titre ne fait pas le poste. Donc, on peut très bien être directeur juridique rattaché à un DAF sans équipe ou être un responsable juridique avec une super grosse équipe, avec beaucoup de responsabilités et rattaché au directeur général. Donc, ça dépend où vous placez le curseur, ça dépend de ce qui est important pour vous, le titre ou le périmètre, le mieux étant évidemment d'avoir les deux, c'est quand même mieux. Donc, par exemple, il est possible d'avoir une implication très, très importante, en fait, d'avoir une envergure de poste sans avoir un titre de directeur, et l'inverse est vrai. Donc, aujourd'hui, moi, je vous donne mes conseils de recruteuse, de ce que je vois sur le marché depuis près de 12 ans. Pour moi et donc pour vous, vous devez vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire au quotidien? Quelle matière vous allez aborder, traiter? Quelle va être votre implication en tant que juriste ou directeur juridique? Quel positionnement vous allez avoir en interne, à qui vous allez être rattaché aussi? Les projets aussi, les enjeux du poste. Est-ce que ça va être un poste extrêmement opérationnel, extrêmement technique, comme on en parlait juste avant? Est-ce que vous allez devoir développer une équipe? Et aussi, quelles sont les attentes de la direction? Est-ce que vous allez devoir intervenir uniquement sur les contrats? Est-ce que vous allez devoir a priori tout faire? Est-ce que vous allez devoir réorganiser au niveau dans des sociétés toutes les filiales, etc. Est-ce que vous allez avoir un projet de digitalisation à mettre en place? Tout ça, ce sont des questions vraiment à vous poser au-delà du titre. Et pour ça, j'ai un bon exemple à vous donner, puisqu'il y a une ancienne directrice juridique qui a choisi de quitter son titre de directrice juridique, de reprendre un master du coup en digitalisation et de rejoindre une autre entreprise en tant que juriste senior, ce qui est assez inhabituel, pour justement se dédier uniquement à ces projets de digitalisation en tant que juriste expérimenté, en abandonnant le titre. C'était un choix très personnel que beaucoup n'ont pas compris, mais en tout cas, elle avait vraiment à souhait de ne pas forcément avoir le titre, mais d'avoir un super poste au quotidien. Autre question à vous poser, les perspectives d'évolution et aussi comment vous allez vous revendre dans quelques années. C'est aussi ça à se poser comme question. J'ai un exemple très récent à vous donner où le titre a été synonyme de grosse déception. J'ai un candidat que je connais depuis longtemps qui a rejoint une société en tant que directeur juridique qui avait vraiment très, très envie de ce titre-là. Et finalement, en fait, il s'est retrouvé avec un poste sans aucune autonomie, sans perspective. Et en fait, il est extrêmement déçu. Donc, il est très content d'avoir son titre, mais au final, le quotidien est juste a priori très, très compliqué. Donc aujourd'hui, il a un petit peu plus souffle là-dessus. Donc faites attention à ça, que voilà, forcément, il y a ce qu'il y a dans le poste, mais il y a aussi le titre malgré tout, parce que ce que je peux comprendre, évidemment, l'idée, c'est de pas d'accepter n'importe quelle opportunité. C'est quand vous allez vous revendre, forcément, c'est plus facile de dire j'ai été directeur juridique plutôt que j'ai été senior, mais en fait, j'ai fait plein de choses et j'étais comme un directeur. Ou au contraire, du coup, de dire j'étais pas au COMEX ou au CODIR, mais par contre, j'y assistais de temps en temps. C'est quand même pas la même chose. Donc là, j'ai deux exemples en fait d'un juriste qui a commencé sa carrière en tant que paralégal, parce qu'au sein de la société qu'il a rejoint, c'était compliqué de lui donner le titre de juriste. Il a accepté ça au début. Ça a été un peu compliqué après parce qu'il avait toutes les fonctions de juriste et il a eu un petit peu de mal après à se revendre par la suite. Donc attention malgré tout au titre. Autre chose aussi, là, chez un de mes clients qui a recruté en fait un juriste senior, une sorte de bras droit. Et en fait, j'ai beaucoup de candidats qui m'ont dit non parce qu'ils voulaient absolument le titre de responsable. Et puis au bout de quelques temps, mon client me dit en fait, ok, le poste, ça va finalement être un poste de responsable juridique. Mais bon, c'est la même chose, Audrey. Et je lui dis, non, en fait, c'est pas la même chose parce que, en fait, les candidats, ils veulent quand même le titre. Donc, faites attention. Tout ça pour vous dire, en fait, que, pour conclure, il y a souvent des postes très, très intéressants, même si le titre n'est pas celui de directeur. Donc, faites quand même attention au quotidien. Directeur juridique, responsable juridique, juriste, senior legal counsel, c'est à vous de voir ce qui est important pour vous. Au même titre qu'il y a de très, très jolis projets dans des structures auxquelles vous n'auriez pas pensé ou moins connus, qui sont moins connus et moins reconnus. Donc, pensez au projet vraiment qui est proposé, pensez aux gens avec lesquels vous allez travailler. Le titre, encore une fois, ne fait pas le poste, mais le poste ne fait pas le titre non plus. Donc, le mieux, évidemment, c'est d'avoir un périmètre intéressant, un bon positionnement, un manager très sympa qui vous implique, une super rémunération, un titre qui met en valeur votre fonction. Évidemment, si vous avez tout ça et si vous avez les deux, le titre et la fonction, foncez. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. C'est parti pour ma chronique et donc mon jingle. Alors, de mon côté, je vais, c'est marrant parce que donc du coup, Jérôme en a parlé tout à l'heure, je vais vous parler de comment construire et entretenir un réseau professionnel.
Et donc, je vais vous donner 10 petits conseils. Le premier étant de comprendre pourquoi c'est important d'avoir un réseau professionnel. Bon, au-delà, bien évidemment, de l'évident, hein, c'est-à-dire maximiser les opportunités professionnelles, déjà, c'est de ne pas rester seul quand on est juriste unique dans une boîte. C'est de rester au fait de ce qui se passe dans le secteur. C'est d'augmenter sa visibilité et d'être reconnu, notamment par des gens comme Audrey, qui vont vous connaître et vont vous voir exister. Alors, idéalement, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, j'allais dire, même pendant, je vais vous dire au kindergarten quand même, mais disons pendant ses études. Hein, c'est le moment où on va commencer à se créer un réseau. Et les études indiquent qu'il faut en moyenne 10 ans pour construire un bon réseau. Donc, idéalement, plus tôt vous commencez, plus vite vous allez commencer à avoir un réseau qui est conséquent. Alors, en troisième conseil, les contacts ils peuvent venir de absolument partout. Il ne faut rien négliger. Les familles, la famille, les amis, les relations professionnelles, les contacts rencontrés dans la vie de tous les jours, les voisins, les camarades de promo, quand on va promener le chien, tout, on ne sait pas, tous les gens, les contacts peuvent venir de partout. Donc, gardez l'esprit ouvert et vous pouvez faire des connaissances et agrandir votre réseau professionnel de tas de manières. Quatrième conseil, privilégier les rencontres réelles. Alors bon, c'est un petit peu surréaliste ce commentaire en ce moment, mais c'est vrai que les rencontres réelles sont quand même beaucoup plus puissantes que les contacts virtuels. D'ailleurs, c'est avec Audrey ce qu'on a privilégié quand on a créé le Fleet Network, donc French Lawyers in Tech. À l'origine, il y avait ce qui était prévu et ça reviendra, un petit déjeuner tous les 3 mois de tous nos participants. Et voilà, bon, on ne peut plus le faire. Donc, évidemment, on a switché au virtuel, mais si vous pouvez privilégier le réel. Ça prend du temps, bien sûr, mais c'est essentiel. Alors, on peut se donner un objectif pour y arriver. Par exemple, un resto par mois ou tous les 15 jours. Et d'ailleurs, si vous êtes leader, moi, je mettais souvent dans les KPIs de mes équipes de rencontrer 1 ou 2 personnes par mois qu'ils ne connaissent pas pour développer leur propre réseau parce que je pense que c'est essentiel. 5e conseil, pensez à vous rapprocher des réseaux qui vous ressemblent. Ça peut être le sport, le foot pour Jérôme, les femmes, l'école, l'université, LGBT en ce qui me concerne, peu importe, on trouve des réseaux qui fonctionnent. Et il y a des réseaux pour tout. Vous avez, alors moi j'en suis 2, je suis dans LGBT in Tech, obviously, mais le Fleet Network, les French Lawyers in Tech. Mais il y a la FGE, il y a le Cercle Montesquieu, voilà. Des réseaux qui vous ressemblent et vous correspondent. Utilisez bien sûr Internet, mais veillez à ce que votre profil soit à jour. Il y a encore trop de profils LinkedIn qui ne sont pas à jour, qui contiennent 2 lignes. On ne sait pas ce que vous faites quand on lit. On y va, on profite. D'ailleurs, vous pouvez tous nous ajouter sur LinkedIn à la suite de chat, d'ailleurs. Voilà. 6e cas, osez. Vous allez rencontrer des directeurs juridiques dans vos négociations, lorsque vous négociez un contrat. Et bien, quand vous avez fini, que vous êtes devenus amis parce que vous avez signé le plus beau des contrats, proposez-lui de déjeuner ou de se rencontrer pour un verre. Osez. En 2000, quand les dinosaures étaient encore sur la planète Internet et que j'en faisais partie, eh bien, nous connaissions tous les juristes de sociétés avant-gardistes comme Voilà, Lycos, Wanadu, Yahoo, voilà. Et je sais, ça fait sourire maintenant, mais on se connaissait tous à l'époque. Donc, voilà, on se rencontrait tous. Donnez avant de demander, c'est mon 7e conseil. Soyez à l'écoute, proposez d'aider, partagez des documents, proposez de participer à un talk, faire bénéficier votre interlocuteur de votre expérience. Je mets mes notes sur l'ordinateur. Un réseau doit être un écosystème qui est bienveillant. Donc, on aide l'autre avant de s'aider soi-même. 8e conseil, anticipez les rencontres. Alors, quels sont vos points d'intérêt communs? Regardez quand même où il travaille. N'allez pas à déjeuner sans savoir ce que fait la personne. Regardez son profil LinkedIn. Faites une recherche sur la société dans laquelle elle travaille. Allez sur le site des Échos. 9e conseil, maintenez le lien. Donc, envoyez un petit message pour l'anniversaire, partagez un article intéressant, taguez les bonnes personnes sur LinkedIn, donnez des news au nouvel an, changement dans la société de votre contact, félicitez-le, réagissez à des publications sur les réseaux sociaux que votre contact mentionne. Et enfin, sachez dire merci à ceux qui vous ont aidé. Si faites un retour, si quelqu'un vous a demandé, vous a aidé d'une quelconque manière, tout à l'heure, Jérôme parlait de l'importance de dire merci, eh bien oui. Tenez au courant vos recherches professionnelles, quand ça a marché ou pas. Respectez celui qui vous a aidé. Vous allez de toute façon tous vous retrouver à jour. Voilà. Et si vous suivez ces 10 conseils, eh bien, normalement, vous devriez arriver à constituer un superbe réseau professionnel. Et croyez-moi, c'est très utile, surtout when the going gets rough. Voilà. À toi, Thibaut. Merci Pierre, merci Audrey, super chronique tous les deux, comme toujours. On a une question, on va commencer tout de suite.
de Émilienne. Alors, Émilienne, Jérôme, elle est arrivée en poste il y a 1 mois et demi. Elle fait tous les efforts nécessaires pour contacter les équipes, les rencontrer, même si c'est en visio et pas en physique, bon, ce qui n'est pas hyper simple. Et elle nous dit qu'il y a quand même, par principe, des équipes réfractaires au juridique. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi dans ta carrière d'avoir des équipes qui, de base, étaient très compliquées à gérer? Est-ce que tu as su retourner un peu les mentalités, toi qui es le spécialiste de l'empathie? Déjà, 1 mois et demi, c'est très, très peu, hein. Donc, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il y a une culture d'entreprise, qu'elle essaie de changer la culture d'entreprise et que c'est difficile. Oui, c'est pas surprenant, mais je pense que changer une culture d'entreprise, il faut du temps, hein. C'est ce que je disais. Il faut laisser du temps. C'est-à-dire que la décision vient des autres, elle vient pas de soi. Donc, on ne peut pas l'imposer. Il va y avoir des opportunités pour se rendre utile, pour montrer que le droit, finalement, ça permet de construire des choses différentes. Ça va se présenter, mais on ne peut pas vouloir en peu de temps changer une culture d'entreprise qui probablement s'est installée parce que les juristes avant n'ont pas fait le boulot comme il fallait, peut-être, hein, je ne sais pas, il y a sûrement beaucoup d'explications, mais il faut du temps. Je pense qu'il faut du temps. Alors, parfois, on est impatient. Si on est impatient, ça rend les choses plus compliquées. Mais je pense que, un, du temps, et deux, accepter que c'est les autres aussi se mettent à leur place et que la solution, en fait, viendra d'eux aussi. Donc, 1 mois et demi, ça me semble très, très peu. Ouais. Donc, je ne suis pas très surpris par un commentaire de ce type-là. Et sur le fait que aujourd'hui, il faut réussir à développer de la culture juridique en visio, sans forcément voir les gens, tu vois, ce qui rajoute peut-être des défis supplémentaires. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi en Suisse, aujourd'hui chez World League Forum? Écoute, alors en Suisse et dans World League Forum et dans le foot en particulier, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le droit est omniprésent dans le foot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ça peut sembler bizarre puisqu'on pense qu'on joue tous au ballon, mais en fait, ce qu'on fait est quand même assez compliqué. C'est probablement un des domaines économiques, sinon le domaine économique qui est le plus autorégulé, c'est-à-dire qui se donne ses propres règles. Et donc les juristes ont un peu un avantage. Quand tu regardes le président de la FIFA, Audrey, la FIFA, tu vois, c'est ceux qui organisent la Coupe du Monde, hein. Donc, le président de la FIFA est un ancien avocat. Le président de l'UEFA, Audrey, l'UEFA, ils organisent la Ligue des Champions, tu sais. Merci, Jérôme. Là où le PSG était en finale. Donc, c'est un ancien avocat. Moi, quand je travaillais à la Ligue, Frédéric Thiriet, c'était un ancien avocat. Le président de la Ligue espagnole, c'est un ancien avocat. Le président, le CEO de la Ligue suisse, c'est un ancien avocat. Donc, les avocats sont quand même omniprésents dans le football. Donc, il y a une culture juridique dans le football qui aujourd'hui m'aide beaucoup, moi, en tant que juriste. Donc, moi, tu vois, je suis secrétaire général de l'association qui regroupe toutes les ligues. Je suis ancien avocat aussi. Voilà, donc je suis un peu aidé là où je suis par la culture juridique, mais qui est omniprésente. Mais il y a d'autres domaines où ce n'est pas le cas et on est beaucoup plus en face d'une culture business. Ouais, complètement. Merci Jérôme. Il y a une question de Ludivine qui demande, y a-t-il un autre moyen de valoriser l'intervention des juristes du coup dans un projet autre que les informer des risques financiers ou stratégiques qui existent dans le cas où le business n'aurait pas respecté le process juridique, l'argument principal étant qu'il n'y a jamais eu de problème avant. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à Ludivine? Alors attends, c'était long comme question, le cerveau oui. qui va lentement. Non, c'est tout simplement, et quand est-ce qu'en fait, c'est le bon moment pour solliciter les juristes et quelle est la manière en fait de le faire? Tu sais, on a toujours ce problème de se dire que les juristes sont les derniers maillons de la chaîne, qu'ils arrivent juste quand il faut parler des risques juridiques. Et en fait, en gros, on leur dit, voilà, maintenant tout est bouclé, si tu me dis que je ne peux pas le faire, ça va être un gros problème. Éternel problème. Oui. Et ben, je pense qu'il faut utiliser ça pour expliquer qu'il faut arrêter de mettre le juridique à la fin. Je pense que quand on doit dire non, il faut dire attention, voilà, il faut le poser en termes de risque. Et encore, quand on est juriste, on peut accepter de prendre un risque. Ou alors, il faut le poser et dire, voilà le risque, est-ce qu'on a envie de le prendre ou pas? C'est pas un non, en fait.
Ce qu'il faut, c'est que vraiment les gens avec qui on travaille soient informés de la problématique. Après, on prend la responsabilité ensemble. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas être tout seul prendre la responsabilité quand on fait un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que souvent, le juriste va se retrouver dans une situation où on va lui dire, bon, bah voilà, maintenant, tout est bouclé, c'est OK. Et là, le juriste va dire, bah non, c'est pas OK. Ou oui, mais il est dans une situation qui est inextricable. Donc je pense qu'il y a essayer de gérer la situation pour dire non pas non, oui, mais si on le fait, voilà. Si on le fait pas, voilà. Et puis pour la fois suivante, essayer de dire est-ce que le process, on peut le changer un petit peu pour que le juriste soit là en amont et qu'il soit dans l'arbre décisionnel plus tôt dans la décision. Voilà un peu. Donc, c'est encore une fois, c'est changer la culture d'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il faut changer la culture juridique, c'est certain. Et on a une dernière question de Céline, parce qu'après, on va devoir mettre fin à ce merveilleux échange. Elle nous demande, bon, dans un registre complètement différent, comment ne pas trop diluer son périmètre si on devient DPO ou directeur conformité, par exemple, en tant que directeur juridique. Tu as des idées là-dessus ou pas du tout? Moi, je pense. Alors, quand on faisait ces réflexions au Cercle Montesquieu sur quel était quel était le périmètre du directeur juridique, moi, je constatais quand même que les directeurs juridiques avaient plutôt tendance à vouloir agrandir leur périmètre avec tous les nouveaux trucs à la mode, la compliance, data protection, etc. Et les juristes ont quand même tendance, moi, je trouve, à étendre le périmètre, et je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est une question de pouvoir avoir une équipe qui suit derrière. Donc, c'est sûr que si on étend son périmètre, mais qu'on est tout seul à le faire, c'est problématique. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on va confier à la direction juridique des tâches qui n'existaient pas. C'est parce que ça veut dire qu'il y a de la confiance et puis qu'il y a de la compétence. Ouais, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut trouver le juste milieu et avoir les ressources aussi en interne, ce qui est toujours également un éternel problème. Merci Jérôme pour ce talk aujourd'hui. On était ravis de t'accueillir. Je crois que tu as un message à faire passer si on devait garder une seule chose de ce talk numéro 16, Club Sandwich, ce serait quoi? Jouer collectif, par exemple. Ouais, Quand je jouais au foot, j'avais une expression, un jour, je disais, il faut jouer plusieurs. Ce qui ne veut rien dire, mais qui est assez drôle. Il faut jouer plusieurs. Quand on est juriste, il faut jouer plusieurs. Voilà. Comme ça, on refait la connexion avec le foot. Bon, merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. J'étais ravi de vous revoir. En virtuel, c'est un peu dommage. Toujours un plaisir. Et Loana va me hanter pour le reste de la journée. Ah, t'es bon. Ah, c'est Club Sandwich. Là, tu as mis le niveau. Merci, Jérôme. Je pense. On a placé la barre très haut. Et d'ailleurs, si vous voulez tous nous rejoindre pour les prochains Club Sandwich, c'est le jeudi tous les 15 jours jusqu'à la mi-juillet. Et je vous ai mis dans le chat le lien pour s'inscrire. Vous pouvez aussi retrouver ça sur notre site www.club-sandwich.legal. Voilà. Je vous le remets encore. Voilà, et on se retrouve du coup dans 2 semaines avec Jérémy Cléda, qui est le fondateur et CEO de Welcome to the Jungle et qui va nous parler de l'entreprise libérée. Chez Welcome to the Jungle, ils ont mis plein de choses en place, notamment la semaine de 4 jours. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble, on va lui poser des questions sur sa vision de l'entreprise, etc. On sera peut-être moins dans le juridique que d'habitude, mais ça va nous permettre aussi de découvrir de nouveaux horizons. Donc, c'est l'objectif. Et je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. On va pouvoir passer au jingle. Je ne vais pas te laisser seul. C'est parti, voilà le jingle. Allez, à dans 15 jours tout le monde. How it feels, everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I can't believe this is so close. This will make it right, alright.